Bienvenue dans le podcast YouTube de Monsieur Clavicule, le documentaire santé. Aujourd'hui, on va attaquer avec un épisode numéro 1, avec un invité très intéressant et très inspirant, Marco Gabuti, qui est ostéopathe. Avant de regarder cette interview, si vous n'avez pas vu le documentaire Quel avenir pour l'ostéopathie, je vous invite à cliquer sur le lien en haut pour aller le voir. Un documentaire ultra complet, une photographie de l'ostéopathie en 2024. Encore merci pour tous vos retours. Et il est temps maintenant de vous proposer l'intégralité de tous les interviews des intervenants. On commence avec Marco. Qui est Marco Gabuti? C'est un ingénieur de formation initiale qui s'est reconverti dans l'ostéopathie. Il a fait une formation à temps plein et a obtenu son diplôme en 2002. Ensuite, il a été élève et assistant de Pierre Tricot. Il a accompagné dans toutes ses formations de l'approche tissulaire que Pierre Tricot propose. Il a enseigné des cours de physique, des cours de tissulaire, puis des cours de crânien. Il est engagé depuis plus de 10 ans dans un effort collectif d'actualisation des modèles, notamment en ostéopathie crânienne. En 2020, il démarre avec son épouse le projet Cookie Learning, qui est là pour promouvoir une pratique beaucoup plus éclairée de l'ostéopathie. Donc je vous laisse maintenant écouter dans votre voiture ou regarder à la maison cet épisode, cette interview de Marco Gabuti, et je vous reprends juste après. Comment expliques-tu l'émergence de cette ostéopathie scientifique face à l'ostéopathie traditionnelle? Alors, quand moi je l'explique de manière très perso, c'est que je pense que les gens ont changé. C'est-à-dire que moi qui travaille depuis 20 ans, moi je vois que les patients ont changé. J'enseigne depuis 20 ans, les étudiants ont changé. Je pense que la société change. On parle de MeToo, il y a plein de choses qui changent très vite. Et pour moi, ça reflète ce changement-là. C'est-à-dire que la demande des patients n'est pas du tout la même que celle d'il y a 20-25 ans, quand je remplaçais justement Pierre Tricot à l'époque. La demande des patients aujourd'hui a changé, les étudiants ont changé. Et par exemple, moi qui recevais des enseignements dogmatiques à l'époque, et on était presque admiratif de cet enseignant dogmatique, aujourd'hui, si tu es enseignant et que tu viens enseigner de cette manière-là, ça ne passe plus. Et donc en fait, tu es obligé de changer parce que les gens changent, les demandes changent. Et également, on n'avait pas Internet, c'était le début. Donc avant, tu n'avais pas de données disponibles, il fallait être en bibliothèque universitaire. Donc là maintenant, tu as Internet, donc les gens peuvent même checker en direct ce que tu dis pendant le cours. Et donc ça c'était pas possible avant. Donc l'enseignement dogmatique devient plus compliqué. Donc voilà, c'est très compliqué, très difficile. Et néanmoins, parce que c'est mon point de vue, mais c'est pas parce que il y a ce fact-checking qui est immédiat grâce à Internet et au téléphone. Donc techniquement, c'était même pas faisable avant. Il y a ça, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une demande de quand même de vivre des expériences, de s'ouvrir, de devenir capable de faire des trucs un peu subtils. C'est que ça n'enlève rien. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a affaire à des gens. Moi, je vois vraiment les patients comme des patients très différents, avec des demandes très différentes. Si on se mettait tous à faire de l'EBP un peu strict, je suis persuadé qu'il y a toute une partie de la population qui ne trouvera pas son compte parce qu'elle a une demande différente. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi pour autant. Pour moi, ce qui nous guide, c'est l'éthique du soin. C'est dès le moment où on est dans quelque chose de respectueux de la personne, le consentement, et qu'on ne les emmène pas dans des voies sans issue, on leur fait pas perdre du temps. Des moments où il n'y a pas perdre de chance ou quoi, je pense vraiment qu'il faut être très ouvert sur les manières de faire. Et je trouve que malgré qu'il y ait le BP, donc c'est bien, ça n'existait pas avant. Donc le BP, ça existe. Et l'image que je prends souvent, c'est l'image que donne Hilary Abbey, qui est une collègue de Jerry Draper-Rodi, qui bosse en Angleterre. Et Hilary Abbey, elle dit, mais on savait déjà faire ça. Et ce serait dommage de l'abandonner. Essayons. Par contre, on se rend compte, ça se limite pas à ça. Essayons d'élargir notre vision et notre champ de compétences, d'inclure le BP dedans, mais sans oublier d'où on vient. Forcément, on n'est pas obligé de mettre de côté tout. Donc c'est un peu comme ça. Je veux dire, les deux camps, finalement, on peut les voir en deux camps. Je vais d'un côté ou de l'autre, où tu te dis, tiens, on a un socle qui vaut ce qu'il vaut, et finalement, on se rend compte qu'il a des défauts. On va peut-être pas le jeter, on va essayer quand même d'élargir, de s'instruire et et finalement de pétrir un peu notre truc de départ plutôt que jeter le pâton initial. C'est ce courant traditionnel qui a fait la renommée de l'ostéopathie en France avec des résultats sur les patients. Pourquoi vouloir cette évolution vers une pratique plus scientifique? Si je prends un exemple très simple, donc j'ai commencé à travailler avec Pierre Tricot, qui fait partie de ce courant vraiment de tradition et qui est important, et dans lequel moi je me suis vraiment nourri. Et j'ai commencé à travailler avec ces patients qui, à l'époque, ne demandaient pas du tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, en séance, on se taisait, on faisait des choses avec un air très imprégné, et il y avait un silence dans la pièce, tu pouvais palper l'air, comme on dit, on sentait.
Et petit à petit, moi qui étais jeune, donc et Pierre Tricot était à côté, moi j'étais jeune dans la pièce d'à côté, et on avait les mêmes patients. Et les patients, à moi, vu que j'étais moins imposant, moins impressionnant, ils osaient m'interrompre et me poser des questions. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les patients, ils voulaient comprendre ce que je faisais. Ils me posaient des questions, pourquoi vous respirez comme ça, pourquoi vous mettez vos mains là, qu'est-ce que j'avais. Donc ils veulent comprendre les mécanismes, ou du moins un mécanisme plausible, probable de ce qui a pu se passer, même si on ne sait pas. Ils veulent comprendre. Et donc ça, par exemple, avant, il n'y avait pas ça. Avant, les patients allaient chez l'ostéo, s'allongeaient, et j'en ai encore eu, parce que juste avant qu'on quitte la Normandie, quand je travaillais encore là-bas, j'avais encore des patients que je voyais au tout début qui venaient avec cette demande, et ils s'allongent, et ils me parlent pas pour pas me distraire. Moi, je leur parle pas, et ils ont mais cette demande-là devient rare maintenant, et je trouve ça légitime que les gens veulent comprendre leur corps, comprendre comment ça marche, comprendre ce qu'ils pourraient faire. Donc, moi, je le relie vraiment à la demande qui a changé. De l'autre côté, on a des preuves disponibles, on n'en avait pas avant. Donc les seules preuves disponibles, c'était des bouquins qu'on allait chercher à Kirksville ou ailleurs. Donc là, on a des preuves disponibles. Donc après, sur l'histoire des courants, il y a une autre question, c'est de se dire, est-ce que moi qui suis allé à Kirksville, qui a rencontré Jason Axton, qui s'occupe du musée, qui est quelqu'un de passionnant, il te raconte que dès le départ, il y a eu embrouille dès le départ. C'est-à-dire dès le départ, définir l'ostéo, ça a été compliqué. Et donc dire qu'à un moment elle était pure et que maintenant on la perd, non, ça a toujours été le cas. Ça a été toujours très difficile de définir l'ostéo. D'ailleurs, il y a plusieurs définitions de l'ostéo dans les ouvrages de style lui-même. Donc lui-même n'arrivait pas à la définir de la même façon d'un jour à l'autre. Dès le départ, il y avait le courant très un peu ésotérique, magnétiseur, et le courant très rebouteux, machin et tout ça. Et en même temps, le courant un peu scientiste. En disant, mais c'est basé sur l'anatomie, c'est pas juste un savoir-faire, c'est pas un don. C'est ça, comme ce qu'on doit à Steele, de mon point de vue, c'est de faire école. C'est-à-dire, il a dit, ça s'apprend, c'est pas moi qui ai un don. Donc il y a ce côté, se baser sur la science. Il disait anatomie, mais en même temps, il faisait des trucs, voilà, un peu comme du... Donc en fait, je trouve que ces courants, on s'en inquiète aujourd'hui, mais ils ont toujours été présents, toujours. Et les embrouilles qu'il y a eu au départ entre Little John, Steele, c'était sur des bases comme ça, sur des bases de personnalité, des bases de... Donc en fait, on les retrouve aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui, et je pense on n'est pas sorti de l'auberge, parce que tu vois bien, on est même nous des êtres ambigus, c'est-à-dire on peut très bien lire. Moi, je lis un article scientifique et en même temps après, je peux faire une méditation et me sentir connecté à des choses et tout ça. Ça reste très intime. Et finalement, comment on vit ça ? Chacun se débrouille un peu. Comment expliques-tu que l'ostéopathie soit remise en cause par d'autres professions de santé ? Alors, c'est vrai qu'avant, on était très confortable. C'est-à-dire que personne ne nous embêtait dans notre position d'ostéo. Les patients adoraient ce qu'on faisait. Et maintenant, on est bousculé en tant que profession dans tous les pays. En Italie, en Angleterre, en France, on est très bousculé par d'autres professions. Les professions médicales qui disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» On a des médecins qui sont contents de travailler avec nous. D'autres qui disent « mais c'est un peu bizarre ce que vous faites ». Et les kinés qui disent quand même le crânien c'est bizarre, le viscéral c'est bizarre. Si vous êtes kiné, vous n'avez plus le droit, d'après l'ordre, de faire du crânien et du viscéral. Et donc, on est bousculé. Et donc, ils disent, mais d'où ça vient ça ? Mais ça ne vaut rien, et ainsi de suite. Et ça, on n'était pas bousculé avant. Donc, c'est vrai que, du coup, l'ostéo est remise en cause. Et quand, du coup, on veut faire le ménage, on se dit, OK, tiens, on va voir sur quoi je base ma pratique. Et puis, on dit, tiens, c'était ça. Puis, on fait une analyse un peu critique de ça, mais en fait, ça tient pas la route. Ah non, mais il y a ça, ça tient pas la route. On se dit, mince, tout ce sur quoi j'appuyais mon raisonnement, si je le mesure, si je l'évalue à l'aune de la recherche scientifique et de l'analyse critique, ça vaut pas grand-chose, effectivement. Donc, ce qui nous reste, c'est un savoir-faire un peu manuel. Et moi, c'est là-dedans que je m'inscris personnellement, c'est justement de dire, ce savoir-faire manuel, je trouve qu'il a de la valeur. Aujourd'hui, on ne sait pas bien sur quoi l'appuyer. Et en attendant, plutôt que de le jeter parce qu'on ne sait pas bien sur quoi l'appuyer, je me dis, vu qu'il a de la valeur, cherchons à l'appuyer sur des éléments actuels. Et donc, sauf qu'en faisant ça, tu te retrouves un peu avec des traditionalistes qui disent oui, tu trahis le message sacré. Évidemment, ça suppose qu'il y a un message sacré qui tombe du ciel. Et l'autre truc, c'est tu dis ceux qui font de la science, tu dis mais pourquoi tu t'attaches encore à ce truc, cette manualité ? On a un savoir-faire qui nous a permis d'exister en tant que profession et qui a de la valeur, qui nous a permis d'aider nos prochains. Probablement que moi, comme je le vois, c'est qu'on l'a emballé dans un discours. Ce discours-là, il n'est vraiment plus acceptable aujourd'hui. Et ça, les critiques de l'ostéo, ils ont raison. On a un discours qu'on doit revoir. Mais maintenant, c'est le discours qui expliquait notre manualité. La manualité, je pense, on doit la garder. Donc, enlevons les emballages et tout ça. Et la manualité, on la met à nu.
et essayons de reconstruire quelque chose d'acceptable, de cohérent et qui permet de la transmettre. Quel a été ton déclic pour évoluer vers une ostéopathie plus scientifique ? En fait, moi j'ai un parcours un peu particulier. C'est que j'ai fait des études d'ingénieur. Donc j'ai fait quelque chose de très carré. Et des études assez difficiles, il fallait beaucoup travailler et tout ça. Bon. Et donc, durant mes études d'ingénieur, j'ai vécu une crise personnelle, une dépression qui m'a amené déjà à vivre ces deux choses en même temps. J'allais en école d'ingénieur faire des études très carrées, construire des ponts. Et en même temps, je faisais des stages de yoga, de transmission d'énergie par les mains, des trucs complètement ésotériques. Et le lundi, je retournais à l'école d'ingénieur. Donc je faisais déjà ces deux choses en même temps. Et il se trouve que néanmoins, j'avais quand même ce background de rigueur où j'ai appris à réfléchir et tout ça avant de faire ostéo. Quand je suis allé faire ostéo, j'avais moi une vraie demande de choses assez très intériorisées, très m'ouvrir au monde, aux choses subtiles et sentir des choses. Et encore bien que j'ai rencontré Pierre Tricot à l'époque, ça m'a permis de m'identifier à quelqu'un à l'époque justement qui faisait ça. Mais j'avais déjà ce background avant. Et donc, petit à petit, c'est comme si j'ai traversé cette période un peu ésotérique de ma vie. Et à un moment, ce qui m'a aidé à en sortir, c'est pas un déclic, c'est de faire la fête et de boire des coups. Ça m'a redétendu, je suis revenu dans le monde normal. J'étais un peu sur un nuage, je planais. Et petit à petit, le fait aussi d'enseigner. Pour moi, c'est ça qui a changé la donne, c'est que j'enseignais le crânien en tant que jeune prof. Donc, j'avais pas le côté dogmatique. Je pouvais pas m'appuyer sur une expérience de 20 ans. Et avec des étudiants qui me challengeaient de manière bienveillante, j'ai dû chercher. Vu que j'avais que le background scientifique déjà avant, je m'en suis servi pour essayer d'expliquer ce que je faisais. De manière, parce que c'est ça, tu as des étudiants là, ils veulent apprendre à faire ce que tu fais. Comment tu leur expliques? Et donc moi, je le prenais vraiment de manière très sincère. Comment je peux leur expliquer? Donc j'ai essayé de piocher dans la littérature. Et petit à petit, je me dis, tiens, ce que je fais avec mes mains et que j'ai appris avec Pierre Tricot, comment est-ce que je peux l'expliquer avec la littérature, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'ostéo, on avait plein de littérature disponible qu'on n'utilisait pas. Et donc voilà, moi je me situe là-dedans, mais donc c'était pas un déclic qui me dit, moi j'ai pas switché. Je sais que j'ai des collègues qui eux ont cru, donc j'ai jamais cru ce qu'on me disait à l'école d'ostéo parce que je trouvais ça me parlait pas. Moi je croyais ce que me disait Pierre Tricot. Par contre, ça c'est autre chose. Et donc il n'y a pas vraiment eu de déclic, ça s'est fait petit à petit, grâce à l'enseignement. Certains considèrent l'ostéopathie crânienne comme de la pseudoscience et de la dérive thérapeutique. Quel est ton avis là-dessus ? Eh ben oui, un bon exemple de ça, de comment allier cette manualité avec une explication actuelle, c'est le crânien. Parce que le crânien, de mon point de vue, une des erreurs que commettent les gens qui critiquent de manière un peu excessive le crânien, c'est que ils ont identifié, ils ont associé la pratique du crânien à une seule manière de faire le crânien, c'est-à-dire le MRP, la thérapie crânio-sacrée. Voilà. En fait, ils se sont dit, la thérapie crânio-sacrée, ils l'ont pris comme si c'était l'unique manière de aborder la tête de manière manuelle. Ça dit en passant, si je prends l'autre extrême, quand un médecin veut confirmer une sinusite, il va à un moment appuyer sur le front pour essayer de déclencher une douleur ou pas. Il exerce une manualité sur la tête dans un but bien précis. Il fait pas du crânien pour autant. Et donc moi, je pense que régulièrement, j'inclus la tête de mes patients dans mon travail manuel. Et je ne fais pas de thérapie crânio-sacrée pour autant. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, et cette manualité que j'ai appris justement avec Pierre Tricot, comment l'expliquer? Donc les principes, c'est de se dire que plutôt que revenir sur des mobilités qui n'existent pas, des mobilités inhérentes du cerveau, de la moelle et toutes des choses comme ça qu'on n'a jamais pu prouver, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire, tiens, demain, je me prends un choc dans le visage, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que mon visage, ma tête allait bien, je me prends un choc dans le visage, ma tête peut très bien s'en remettre très bien et on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de faire de science. Mais ma tête, au moment où elle se prend le choc, elle va devoir dissiper l'énergie du choc en se déformant. Et ça, on a plein de littérature là-dessus, et puis c'est la base, tous les matériaux se comportent comme ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce que suite à ce choc, il peut y avoir des changements qui ne sont pas juste transitoires, qui font que la texture de cette région de la tête a changé, le comportement mécanique a changé. Donc là, on est dans de la plausibilité, ça n'a pas encore été démontré, mais est-ce qu'on est capable manuellement et de manière relativement fiable d'évaluer une modification significative de la texture, du comportement mécanique de cette zone de la tête? Et si oui, est-ce qu'on est capable avec nos mains de faire quelque chose, donc cette manualité, donc là on ne sait toujours pas quoi dire, mais c'est un traitement manuel qui va contribuer à ce que cette région retrouve spontanément un état optimal qu'elle avait perdu
suite à la rencontre avec ce ballon, cet objet ou quoi que ce soit qui est... Donc c'est ça, l'idée c'est de revenir à quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que quelqu'un fait du bruxisme, ses muscles masticateurs tirent trop fort pendant trop longtemps sur cette charpente osseuse, est-ce que ça se traduit par des modifications palpables? Est-ce qu'il y a une part réversible là-dedans? Je me prends un choc et qu'est-ce qui peut en rester suite à ce choc? Et qu'est-ce que je peux faire avec mes mains pour contribuer à ce que cette personne se retrouve avec des conditions optimales, de fonctionnement optimales dans la région de la tête? Mais ça, c'est valable pour la tête, l'épaule, le genou et tout ça. Et donc, on sort du concept crânio-sacré. Que dis-tu aux étudiants qui doutent du modèle traditionnel? Alors ça, je le vis vraiment au quotidien parce que j'enseigne en Suisse où l'enseignement est universitaire, donc en bachelor et master. Donc, ils ont des contraintes. Et malgré ces contraintes et ce cadre, je vois qu'ils apprennent à faire du viscéral. Ils apprennent aussi un travail manuel sur la tête, donc on va appeler crânien, mais travail manuel sur la tête. Et je vois que pour peu qu'on arrive à le présenter d'une façon intelligible et inclusive, c'est-à-dire où on inclut aussi le côté manuel, et bien ils arrivent eux à concilier le fait de tiens, j'aimerais bien apprendre quand même à faire quelque chose avec mes mains pour faire en sorte que si demain un enfant vient et consulte dans mon cabinet avec un problème d'otite à répétition qu'on n'arrive pas à en sortir, est-ce que je peux, avec mes mains, essayer de faire quelque chose pour d'abord détecter que je pourrais faire quelque chose d'utile, et si je trouve quelque chose d'utile à faire, le faire pour l'aider à ce qu'il n'ait plus ce facteur de risque qui le prédispose aux otites à répétition. C'est de me dire, tiens, et donc ils veulent acquérir ce savoir-faire, et en même temps, savoir sur quoi reposer leur savoir-faire, comment l'expliquer aux patients. Et ce que les ostéos traditionnels ont du mal à accepter dans ce cas-là, c'est les limites. C'est-à-dire, ça a des limites. On ne peut pas tout faire avec nos mains. Je ne peux pas tout soigner, je ne peux pas tout machin. Donc ça, parfois, on a du mal à accepter ça. Et je vois bien que les étudiants, ils l'acceptent très bien. Ils le vivent très bien, ça. Parce qu'effectivement, si on dit que nos mains ne servent à rien, à ce moment-là, on n'apprend plus de manualité. Et eux, ils ont quand même envie de l'apprendre. Donc je trouve les ostéos, aujourd'hui, pour moi, on arrive... Tout est dans la manière, c'est un peu comme les séances. Aujourd'hui, dans une séance on va dire de kiné ou d'ostéo, on va dire, oui, mais si tu fais des manips, tu retires au patient son autonomie. On va croire que l'autonomisation des patients tient au fait que tu fais des manips ou pas. Et en fait, plus ça va, et plus même ça ressort dans la littérature, l'autonomisation des patients, elle tient dans le discours que tu as. Comment tu contextualises ton intervention thérapeutique. Et donc, que tu sois kiné, ostéo, chiro ou même médecin, on va dire, c'est pas tellement ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais et tout ça, mais dans quel contexte, comment tu l'expliques? Et donc, pour les étudiants, pour moi, c'est là pour moi la solution, c'est de continuer à enseigner des manips, et c'est important de bien les faire. Il y a quand même une expertise qui se développe. Tiens, j'arrive à développer ce savoir-faire, à mieux le faire. Et finalement, comment l'accompagner d'un discours qui redonne au patient toute son autonomie et en même temps lui donne le petit coup de main manuel. Approche scientifique ou traditionnelle? Quelle position adopter? Alors justement, pour moi, il y a deux positions extrêmes qui sont toutes les deux confortables. C'est-à-dire, ou bien je dis, la science, ça va 2 minutes, mais moi, quand je suis en cabinet, j'ai envie de faire ce que je veux, et je suis ostéo, donc j'ai carte blanche, parce qu'on n'a pas d'acte et tout ça. Et donc, c'est une position très confortable, ou dire, mais la science peut pas tout expliquer, chacun sa vérité, et donc, tout est possible, tout est permis. Et donc là, c'est une position confortable, parce qu'on peut tout faire. La position de l'autre extrême, c'est une position scientiste que certains ostéos adoptent et que certains étudiants adoptent, qui est très confortable aussi, c'est-à-dire, je regarde, est-ce que c'est prouvé ou pas? C'est pas prouvé, je ne m'encombre pas avec ça, donc c'est pas prouvé, je fais pas, ça vaut rien, on jette et machin, et c'est comme ça qu'on jette l'approche crânienne et tout. Et c'est très confortable, parce qu'en fait, t'as la littérature derrière toi, tu prends pas de risque, tranquille, c'est prouvé, c'est pas prouvé, non, moi je fais ça. On se rend compte en discutant, parce que je discute régulièrement quand même avec des chercheurs, et c'est pas si simple que ça. Ils se rendent compte qu'en fait, même ceux qui pensent faire une pratique basée sur la science, souvent, si on décortique bien l'étude ne va pas aussi loin que la clinique. Elle montre juste que peut-être si on fait comme ça et qu'il y aura un peu. Et donc, souvent les gens qui disent moi je suis EBP, en fait, ils pensent être EBP. Finalement, on est avec des patients dans un cabinet. Ces patients sont en difficulté. Et avec nos moyens d'interagir intelligemment avec eux, on va essayer de les aider. Point barre, quoi. Et on est tous dans le même bateau, et c'est sûrement dans le déni de croire qu'on est dans autre chose. Donc, même ceux qui font de l'EBP, à mon avis, se mentent un peu. Enfin, de l'EBP un peu strict. Maintenant, l'idée, c'est quand même de dire, il y a des choses publiées,
C'est comme de se dire, tiens, désolé monsieur l'agent, je roulais à 180, je savais pas que c'était limité à 130. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand même de lire la littérature scientifique, d'être au courant, c'est-à-dire de s'informer, pour moi c'est hyper important, de savoir ce qui se passe dans le monde et dans le monde de la science, dans le monde de l'ostéo et tout ça. Donc ceux qui se disent, moi la science je lis pas et tout ça, donc pour moi ça va pas. Donc d'être au courant de ça, ok, mais de limiter sa pratique à ça alors que cette science, elle essaye de décortiquer les choses. Voilà. Donc ces deux positions sont confortables. Moi je trouve que le plus difficile, c'est cette voie du milieu. C'est un peu une voie de crête, c'est-à-dire on est en équilibre instable tout le temps. C'est-à-dire que tu dis, là je fais, mais en fait, bah, j'ai fait parce que, pourquoi? Ben honnêtement, je le sentais comme ça. Donc en fait, voilà. Et là tu dis quand même, là je me dis, avec cette personne-là, le profil, ce qu'elle est en train de me dire, cette personne, compte tenu de la littérature, il vaut quand même mieux qu'on s'oriente plutôt vers ce type de prise en charge. Et ça, c'est grâce à la littérature que je vais le faire. Et pourquoi tu le fais? Bah parce que dans les études, on dit quand même ça. Et donc moi, je trouve que voilà, l'idée, c'est de réussir à incarner au quotidien. Et je trouve que pour moi, si j'étais aujourd'hui un praticien qui voulait, je trouve que c'est l'approche la plus humaniste. C'est-à-dire que finalement, je mets pas dans la hiérarchie des valeurs, je mets pas la littérature scientifique tout en haut. Je ne mets pas mon ressenti perso, mon vécu perso tout en haut. Je mets quoi? Je mets le patient. Le patient est là, comment est-ce que je peux l'aider? Si mon ressenti peut m'aider pour l'aider et que finalement on va dans la bonne voie parce que je vois bien que ça s'arrange, tant mieux. Si ce que j'ai lu me contribue à l'aider au mieux, bah, tant mieux. Et finalement, quand même deux personnes un peu face à un problème et on va essayer de l'aider à s'en sortir. Marco, peux-tu nous parler de ta vision de l'EBP? Parce que le BP, c'est quand même c'est des pontes qui ont pondu ce truc-là. Ils montrent souvent ces trois cercles avec le patient, enfin, les valeurs du patient. C'est pas tellement les valeurs parce qu'on dit souvent les préférences du patient et Trisha Greenhall, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une grande chercheuse en Angleterre, dit c'est pas tellement les valeurs du patient, c'est en fait les particularités du patient. J'ai les données scientifiques, j'ai mon expertise. Dans quelle mesure ça s'applique au cas précis du patient, pas ses valeurs uniquement. Et je trouve que c'est quand même trois choses qui sont mises au même niveau. Et moi, presque, si je devais mettre BP, j'intégrerais une troisième dimension du relief et je mettrais le patient au centre du truc ou au-dessus du truc. Le patient avec la bulle, c'est plus un disque, c'est une balle, une sphère. Le patient est là et c'est le patient. On est face à le patient qui a une difficulté, il nous consulte pour ça. Et on va s'appuyer sur la littérature, on va s'appuyer sur notre expérience personnelle, on va s'appuyer sur ses valeurs, sur ce qui est important pour lui, son passé. Même pour un médecin, tiens, ce patient, il a déjà fait une forte réaction à ce type de médicaments, donc je vais en tenir compte. Mais finalement, c'est trois balles sur lesquelles repose la balle patient. Et donc moi, je le verrais, le modèle EBP, plus en relief, avec le patient au milieu. Comment vois-tu évoluer l'ostéopathie dans l'avenir ? Alors, c'est très personnel, comment je la vois évoluer, parce que je sais comment certains la voient évoluer. Moi, j'espère qu'elle va perdurer avec une identité. L'idée, c'est que l'ostéo, en tant que discipline, il faut qu'elle travaille sur elle-même pour laisser de la place aux autres. Moi, je viens quand même d'une ostéo qui soigne tout. Venez, mettez-vous sur la table, je mets mes mains, quel que soit ton motif, je fais quelque chose. Et c'est vrai que quel que soit le motif, on peut toujours mettre ses mains sur les gens. Pour moi, c'est une ostéo qui, si elle veut s'intégrer dans un parcours de soins, il faut qu'elle accepte qu'elle ait des limites. Il faut vraiment accepter des limites. Et parce que accepter des limites, ça veut aussi dire, il y a des choses qu'on fait bien et des choses qu'on fait moins bien. Les choses qu'on fait moins bien, peut-être quelqu'un d'autre le fait mieux. Mais quelqu'un d'autre, un autre professionnel, ça peut être une sage-femme, un kiné, un médecin, un rhumatologue ou un radiologue ou j'en sais rien. Et donc pour moi l'idée c'est il faut que l'ostéo d'abord nous en tant que profession qu'on travaille sur nous et qu'on accepte de se mettre des limites et à ce prix-là on pourra entrer. Il faut aussi que nous en tant qu'ostéo on s'intéresse plus aux autres. Pendant très longtemps on avait un complexe de supériorité de dire mais non mais nous on sait mieux, mais nous on fait des choses que les autres ne sentent pas, on sent des choses que les autres ne sentent pas et voilà. Et du coup, mais à quel moment on s'est intéressé à qu'est-ce qu'il fait un kiné au quotidien, qu'est-ce qu'il fait un rhumato au quotidien, c'est quoi aujourd'hui sage-femme et d'accompagner des personnes, un psychologue, des choses. Donc je pense que on a beaucoup souffert de oui, mais on nous comprend pas. Il faudrait quand même que nous on s'intéresse aux autres. En retour, les autres probablement s'intéresser à nous, d'accepter les limites. Et donc, dans la mesure où on est capable de faire ce travail sur nous, ce qui est une forme d'actualisation. On grandit un peu, hein. On grandit dans le sens de maturer. On mature, on devient plus mûr.
Et d'accepter du coup de travailler avec les autres. Et donc dans cet esprit-là, on pourrait très bien continuer à avoir cette spécificité et en tant qu'ostéo, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille quand même, on développe quand même une manualité un peu particulière, mais plutôt que la développer dans notre caverne avec nos vieux concepts, on la développe en connaissant les limites et en étant au courant de de la littérature, de ce qui se fait, ce qui se fait pas, et donc à quel moment il vaut mieux passer la main à telle personne ou tel autre praticien. C'est comme ça que je vois l'avenir, moi, d'ostéo. Voilà, j'espère que cet épisode vous a passionné autant qu'il m'a passionné. Vraiment, Marco Gabbucci est quelqu'un de super inspirant. Il fait vraiment avancer la pratique en ostéopathie et notamment en ostéopathie crânienne. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur ses réseaux ou sur son site internet Cookie Learning. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, à partager ce podcast. Et surtout, si vous avez envie de poser des questions à Marco ou à moi, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, on y répondra avec plaisir. D'ici là, on se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour l'épisode numéro 2. Et comme ça, il y aura un épisode chaque semaine et vous pourrez voir les interviews dans leur intégralité. Et je peux vous dire que vraiment, c'est passionnant et qu'il y a du lourd. Allez, on se retrouve à très vite. Bye bye.